Bonsoir. Il est temps d'accueillir notre premier intervenant, Monsieur Christian Raven. Bonsoir, Monsieur Raven. Bonsoir. Monsieur Raven a une double formation de géologue et de géophysicien. Il a été responsable d'une équipe de recherche dynamique et reconnue internationalement. Il a mené des missions pour le CNRS. Il est actuellement président de la Société géologique de France. Il est professeur à l'IFP, Institut français du pétrole. Monsieur Raven a eu de nombreuses distinctions de par ses travaux. Et vous trouverez dans le dossier que nous vous avons remis ses dernières publications et un site internet dans lequel vous pourriez avoir plus d'informations. Monsieur Raven, ce soir, vous allez nous parler des hydrocarbures et de la pollution due au CO2. Je vous en prie. Merci, Raven. Merci d'être là et je remercie particulièrement le lycée. Et j'aimerais ajouter un titre qui n'a pas été précisé pour dire qui je suis. Je commence d'abord à être titulaire d'un BTS de frigoriste. Donc pétrole, gaz naturel et charbon. Et en dessous, le titre de l'IFP, une démission Innover les énergies. Et je vous parlerai des réserves, ressources, production possible, stockage des gaz à effet de serre. De nous en dessous, Yves Mathieu. Normalement, c'est Yves Mathieu qui fait cette conférence. Et il a prétexté du fait que je l'avais écouté 2 fois pour me dire « Je suis désolé, je suis pris, mais toi, tu pourras très bien te débrouiller. Je te passe mes slides. Donc, si j'ai des erreurs, ne m'en voulez pas trop. » Et puis, il y aura d'autres intervenants après. Alors, d'abord, un petit peu de choses sur l'IFP. Nous avons 3 missions. Une première qui est de recherche et développement en général. Une de transfert et diffusion du savoir. Et une de valorisation industrielle des résultats. C'est une mission qui incombe maintenant à tous les EPIC et à tous les établissements. Alors, l'IFP est un organisme public de recherche et développement, de formation d'information, et actuellement, on doit développer les énergies du transport du XXIe siècle. L'IFP, en bref, 1700 personnes, dont 65% en recherche et développement, basés à Rueil-Malmaison et à Lyon. 219 thésards et post-doctorants, donc en prise réellement avec le monde universitaire. Plus de 50 métiers représentés, du géologue, je suis géologue, au motoriste. Donc, difficile d'avoir des vocabulaires communs. Un environnement technique avec des moyens d'essai, des équipements. Et puis le statut, maintenant nous sommes EPIC depuis 3 ans. Donc, établissement public à caractère industriel et commercial, comme le BRGM, comme Ifremer et d'autres EPIC. Le financement, c'est le budget de l'État et les ressources propres qui proviennent des contrats avec les partenaires privés et étrangers. Positionnement stratégique de l'IFP, il y a une croissance de la demande énergétique, dont, avec le caractère par nature limité des énergies fossiles, il y a des contraintes environnementales, bon, bien sûr, vous voyez avec le stockage du CO2, et des problèmes de substitution massive et rapide des hydrocarbures dans les domaines du transport et de la pétrochimie. Donc, il s'agit de préparer la transition énergétique. Donc, concevoir les technologies permettant d'optimiser l'utilisation des hydrocarbures tout en développant de nouvelles solutions pour compléter l'offre en pétrole et en gaz. Donc nous avons 5 objectifs stratégiques complémentaires. D'abord, les réserves prolongées, repousser les limites du possible dans l'exploration et la production du pétrole et du gaz. Et là, le coût du baril nous aide énormément, bien sûr, puisqu'on les repousse là très loin. Raffinage propre, transformer le maximum de matières premières en énergie de transport. Véhicules économes, donc développer des véhicules propres, bien sûr, et économes en carburant. Carburant diversifié, donc les différentes sources. Et le CO2 maîtrisé, qui maintenant est devenu le premier objectif de l'IFP, c'est-à-dire focalisation sur la protection de l'environnement. Alors, je commencerai tout de suite par une première slide que j'aime bien. C'est l'évolution de la population depuis 1500. En 1500, il y avait 480 millions d'humains. En 1800, 1 milliard. En 1930, 2 milliards. Et regardez où nous en sommes maintenant. À l'horizon 2100, on ne sera pas loin des 10 milliards. Ça commence à poser des problèmes de biomasse, de ressources en énergie, de ressources en eau, de différents problèmes. Et je répète en dessous qu'il y a 150 000 ans,
Les estimations donnent de l'ordre de 1000 à 2000 individus. C'est une croissance qui est quand même complètement dingue, avec les besoins qui vont avec. Au début des années 70, désolé, la slide est peut-être sombre, nous étions 4 milliards et nous consommions 5 milliards de tonnes équivalent pétrole. Je reviendrai dessus. Regardez cette image maintenant. La précédente, c'était l'image prise dans les années 70, les images satellites. Donc vous voyez très peu de points lumineux, c'est les villes prises la nuit. Et là maintenant, les images que nous avons. En fait, l'image a été faite en 2005, mais plus exactement, c'est des extraits d'images compilés de 94 à 95. Et puis maintenant, pris en 2003, l'image de l'Europe, on s'aperçoit que la nuit, c'est quasiment tout blanc. Donc on bouffe une quantité énorme d'énergie, et ici, bien sûr, c'est dominante énergie électrique. Alors, je vais vous parler de quelques généralités, on verra les réserves, ensuite où allons-nous, et puis conclusion et stockage des gaz à effet de serre. Alors le pétrole, à quoi nous sert-il? D'abord, le transport, c'est monstrueux, 50%. La chimie, 15%, je reviendrai dessus. Tout ce qui concerne le résidentiel, c'est-à-dire nos maisons, etc., 10%. Électricité, 5% seulement. Industrie, 20%. Alors les grands produits de la pétrochimie, d'abord les matières plastiques. Ici, vous avez les unités, c'est en millions de tonnes. Et vous voyez l'évolution depuis 1950 à 2000. On est à plus de 80 millions de tonnes de pétrole qui est utilisé pour les matières plastiques. Fibres textiles, tout ce qu'on a sur nous, maintenant, bon, c'est plus la laine, mais c'est la dominante, c'est du pétrole. Ensuite, les engrais, qui sont un consommateur énorme du pétrole, et puis autres, bon, il y a encore des bricoles. N'oubliez pas que le pétrole représente 10 à 100% du poids de nos aliments. Quand vous mangez des fraises à Noël, vous bouffez un kilo de pétrole. 100 grammes de fraises, c'est un kilo de pétrole. Il faut l'avoir à l'esprit. Quand on demande de faire des économies d'énergie. En ce moment, quoi nous sert-il? On a 30,5 milliards de barils qui ont été consommés en 2006. 83,7 millions de barils par jour. Donc c'est plus de 150 mètres cubes à la seconde. Bon, je rappelle le baril, c'est une unité bâtarde, mais enfin c'est environ 159 litres. Alors, je ne vais pas vous décrire toutes les abréviations qu'il y a, mais comme on ne va pas arrêter de tonnes équivalent pétrole, une tonne équivalent pétrole, c'est environ 6 à 10 barils de pétrole, ça dépend de la qualité du pétrole. 1 à 7 tonnes de charbon, c'est pareil, ça dépend de la qualité énergétique du charbon. 1100 mètres cubes de gaz naturel et 4 mégawatts nucléaires. Les unités, ce que ça produit en énergie, le charbon varie de 17 à 32 gigajoules. En fait, c'est beaucoup plus large le spectre. Le pétrole brut, c'est de 32 à 46. C'est là qu'on se rend compte que c'est lui qui possède la plus forte capacité énergétique. D'où l'intérêt et pour le moment la difficulté de le remplacer. Alors, on vient de voir le pétrole, à quoi il nous sert. Maintenant, le gaz, à quoi il nous sert? Transport, 1% pour le moment. Industrie, 30%. Électricité, alors là, la part a considérablement augmenté, 38%. Et résidentiel, 27%, bon, l'essentiel étant le chauffage des appartements, des immeubles. Et puis, maintenant, nous n'avons plus que 400 gigamètres cubes qui sont réinjectés et 125 mètres cubes torchés. Je vous rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, quand on trouvait du gaz, c'était la catastrophe pour les industries pétrolières et on le brûlait immédiatement. C'était foutu en l'air. Je ne parle pas de la pollution. Maintenant, on le récupère. Il n'y a plus que 125 gigamètres cubes qui sont torchés. Bon, c'est presque 3000 milliards de mètres cubes qui ont été consommés en 2006. On consomme plus de 80 000 mètres cubes à la seconde. Le charbon, bon, ça semble un petit peu ringard quand on voit ça du côté de la France. C'est pas ringard du tout le charbon. C'est pas parce qu'on a fermé nos mines de charbon que c'est pas utilisé. Le charbon, c'est ce qui produit encore 69% de l'électricité. Une part étonnante, enfin importante dans l'industrie, 16%. On ne peut pas faire d'acier sans charbon. Donc on importe du charbon, nous, pour nos aciéries. Et puis les divers, 12%, et le résidentiel, 3%. Donc il y a une part énorme du charbon, il faut le garder à l'esprit, parce que les problèmes de pollution de CO2 et de gaz acide, ça va être aussi énormément le charbon. Donc, 6 milliards de tonnes consommées en 2006, on consomme 196 tonnes à la seconde de charbon. Alors les besoins énergétiques, tous les secteurs d'activité sont concernés. D'abord l'électricité, mais l'électricité, ça alimente aussi le résidentiel, le transport pour 17% et les industries pour 25%. C'est-à-dire, on se retrouve les choses les unes dans les autres. Alors, électricité, pour 71%, c'est issu des combustibles fossiles.
Les renouvelables apparaissent seulement pour 15%, nucléaire 13,8%, gaz 21% et les charbons plus de 46%. Industrie, 25% sont consommés en matières premières. Et là, l'essentiel, c'est le pétrole pour 67% qui intervient, les charbons 21% et le gaz 12%. Ça a un impact immédiat sur les rendements industriels et agricoles. Transport. Alors là, c'est du pétrole à 98%, et charbon 1%, gaz 1%. Alors là, il y a marqué liberté et choix. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir moins de pollution, moins de consommation, mais est-ce que vous allez arrêter de prendre votre bagnole pour aller au travail ou n'importe quoi? Ça, c'est un problème de choix aussi individuel et de partage de voitures. Ensuite, confort. Eh bien, confort, le pétrole intervient pour 16%, le gaz étant pour 29%, les autres 50,5%. Une demande énergétique croissante. Vous partez ici en ordonnée de 1930, on arrive à 2000. Vous voyez qu'au tout début, la consommation d'énergie, c'était principalement du charbon, pour 73%, epsilon de pétrole, 14%. Bon, on arrive ici. Le charbon, c'est toujours 25% de la réponse à l'énergie en 2000. Le pétrole, était 40%. Le gaz, de l'ordre de 23%. En 2006, on est à 28% de charbon, 35,8% pétrole et 23,7% pour l'ensemble. Donc, ça fait des tas de quantités d'énergie et on est toujours en demande croissante. Et je vous rappelle que l'essentiel de cette demande, c'est dans les pays riches pour le moment. Et que les populations qui sont en voie de croissance, on va le voir, c'est la Chine, c'est l'Inde, etc., qui vont consommer de plus en plus d'énergie, d'où le rapport avec le charbon aussi. Donc, l'essentiel de tout cet ensemble intervient pour 88% dans la production d'énergie. Et là, je vous ai remis le petit schéma avec la croissance de la population, parce que vous voyez qu'il y a quand même une relation assez directe, même si une relation comme ça n'est pas une co-relation immédiate. Bon, la flambée du cours des hydrocarbures permet d'accéder à de nouvelles réserves. C'est ça qui est important, c'est que du coup, on augmente notre consommation, mais on peut accéder à du pétrole qui était inaccessible avant car hors de prix. Maintenant, on peut augmenter nos réserves et en gaz naturel et en pétrole. Les consommations varient suivant les pays, bien sûr, et vous apercevrez, ici c'est le PNB, donc il est évident que les pays riches sont en haut. La France se situe dans cette partie-là, dans les consommateurs, entre 1 et 10 consommations de tonnes équivalent pétrole par habitant. Bon, il est évident que les pays pauvres, ici, consomment beaucoup moins, mais ça va changer. L'Inde est en pleine explosion, et il va y avoir des développements industriels partout. Là, je marque attention. Attention, parce qu'il ne faut pas qu'on projette l'état de la France sur les pays du reste du monde et de l'Europe. La France se caractérise quand même, alors que tous les autres pays ont une forte consommation d'électricité, d'énergie provenant du charbon et du gaz, la France, très peu de charbon, parce que quand même, le nucléaire intervient et nous sauve la face, et nous permet d'en exporter une partie. Mais ça, je laisserai Areva parler du nucléaire et EDF aussi après, quand même. Et la Suisse, elle aussi, consomme beaucoup de nucléaire et beaucoup d'hydro. Mais nous sommes deux nations qui sont complètement particulières dans le concert des nations concernant les ressources et les approvisionnements en énergie. Alors maintenant, les réserves. Réserve, alors, je prends le schéma de mon camarade. Quand c'est vert, ça signifie qu'on peut y aller franco, que les probabilités, c'est quasiment du 100%. Quand c'est orange, oula, il y a des risques. Quand c'est rouge, il y a des très gros risques économiques et divers. Alors, qu'est-ce que l'on appelle réserve? D'abord, ça c'est du jargon, je suis désolé, il faut passer par là. Les réserves, c'est les volumes qui sont encore extractibles, contenus dans les gisements en exploitation et en développement. Et ça, on s'aperçoit que c'est sacrément important parce qu'en ce moment, dans les gisements de pétrole, on y laisse entre 40 et 60% de l'huile. Ça reste en place. On ne la récupère pas. Donc, on travaille sur les moyens de récupérer cette huile. Donc, c'est ça, les réserves. C'est le vrai réserve. Et par rapport, en ce moment, par rapport à tout ce volume, ça, c'est ce qui a été produit jusqu'à présent. Donc, là, ce qui reste encore à faire, c'est-à-dire quasiment les 2/3 par rapport à ce que l'on a produit. Maintenant, il y a les ressources contingentes. Et là, on tombe dans la limite orange. C'est les volumes extractibles contenus dans les découvertes actuelles. On dit bien extractibles, parce que ça signifie ici
que c'est pas ici c'était équipé, mais ici on se pose des questions. Et la demande du chef et du responsable de la boîte, c'est est-ce qu'on équipe? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend le risque d'y aller? Est-ce que ça sera rentable? Ensuite, il y a les ressources potentielles, qui sont les volumes extractibles contenus dans les accumulations restant à découvrir. Alors, en ce moment, c'est de plus en plus dur et bien sûr de plus en plus cher. Alors là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on y va? C'est-à-dire, on y va sur la pointe des pieds. Donc, ici, on est certain, là, il y a un risque économique, et ici, on a à la fois le risque technique et économique. Et ça, c'est important pour le futur, parce qu'on va répondre à ces deux questions avec des gens. Donc, il faut des gens formés, des ingénieurs, des techniciens, qui vont pouvoir répondre aux besoins et plancher sur ce que l'on pourra faire. Et puis, il y a un terme, mais il y a aussi les ressources ultimes extractives, qui sont toujours limitées aux conditions techniques et économiques du moment. Il ne faut pas l'oublier. Et les progrès sont fabuleux. Il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé tout ce qu'on pourrait récupérer maintenant. On n'imaginait pas qu'on a des forêts à 10 000 mètres de profondeur. Des tas de choses comme ça qu'on ignorait. Et en plus, les concepts scientifiques évoluent aussi. Et les ressources ultimes des géologues, c'est les volumes initiaux en place. Alors là, je vous laisse... on peut rêver tant qu'on veut. Il y a beaucoup d'incertitudes. Alors ensuite, concernant les réserves, il y a beaucoup d'ambiguïté. Et il y a des grands acteurs. Et ce qu'on oublie, c'est que la plupart des acteurs, c'est les compagnies nationales. Et les compagnies nationales, on n'a aucun moyen de contrôler ce qu'elles racontent. Et généralement, elles jouent sur les réserves pour faire monter les prix ou changer le marché. Et très peu de réserves internationales. Et les seules sur lesquelles on a des données franches, c'est 11%, c'est les compagnies internationales. C'est Shell, c'est Total, c'est Exxon. C'est celles-là ce que l'on connaît. Et pour vous donner une idée, voici les grandes compagnies. Regardez, la première compagnie qui apparaît internationale, Exxon, que tout le monde connaît, Esso, c'est la plus grosse. Elle apparaît qu'en tout petit par rapport aux réserves de Saudi Aramco, aux possibilités en Iran, de la NIOC, de Gazprom en Russie, etc. Alors, l'évolution des réserves pétrolières, je laisse le machin se dérouler tout seul. On part de 1995. Et on arrive à 2006, si je ne me trompe pas. Là-haut. Qu'est-ce que ça m'a fait, ça? Enfin. Désolé, il y a des choses qui refusent de m'obéir. Bon, on a une compétition permanente entre la consommation et les nouvelles découvertes. Alors, ce qui fait que ce que vous voyez, on n'arrête pas depuis 1960-70 d'augmenter les réserves, puisqu'on a du pétrole qui est de plus en plus cher. On va le chercher dans des zones où on l'ignorait, on améliore les méthodes de récupération. Donc, on augmente la quantité de réserves. Oui, mais on augmente la population, et on en mange de plus en plus. Donc, on a augmenté nos réserves, on était contents, on avait été vers le haut, là, ces grandes réserves qui sont là, mais on en mange de plus en plus, et là, c'est le problème de la descente. Et on descend. Et ces grands problèmes de cette descente, c'est ça qui va nous dire combien il nous reste de réserves pour le futur. Alors, en 80, on était là, on s'est déplacé par ici vers 85. Donc, c'était déjà les prévisions catastrophiques en disant on a atteint le maximum de réserves et maintenant, on est en train de vivre sur des choses qui vont décliner progressivement. Et puis là, j'en rajoute 330 ici, ça dépend des gens qui font les estimations, et notamment c'est les Américains qui ont tendance à nous ajouter 350 milliards de barils ici, qui veulent faire monter les prix, et là il y a plus que des doutes sur ces réserves possibles. Bon, ça, l'évolution des réserves de gaz naturel depuis 1980, idem, ça n'a pas arrêté de croître avec les nouvelles découvertes et les nouveaux procédés mis en jeu. Les réserves de charbon, estimation à fin 2006, 900 milliards de tonnes, ça correspond environ à 147 ans des consommations 2006. N'oubliez pas qu'on va continuer à monter avec tous les besoins en électricité, surtout de l'Inde et de la Chine. Donc, c'était les consommations 2006, ça n'a rien à voir avec les consommations peut-être dans 10 ans ou 20 ans. Réserve en énergie fossile, j'avais un camarade qui me disait hier... Dame Nature n'est pas très serviable, il disait même un terme que je ne réemploierai pas ici, les réserves sont très mal réparties. Et la plus grande partie des réserves, c'est Russie, États-Unis pour le charbon, Arabie Saoudite. Bon, nous, on commence à... La première que l'on voit apparaître en Europe, c'est la Norvège. C'est quand même très très loin.
Et puis si on rajoute les produits lourds et extra lourds, alors qui sont très pénibles à exploiter, c'est des choses qui ressemblent à du bitume quand on les voit, là, les plus gros propriétaires, c'est le Canada et le Venezuela. Mais là, il y a des sacrés problèmes de récupération. Alors maintenant, je vais attaquer. Où allons-nous? Il me reste combien de temps? 0, j'ai plus rien. Bon, je vais accélérer. Production future. Alors, on a toujours le problème entre la production et la consommation, le transport et le raffinage. Et puis, il y a les pays producteurs qui veulent gérer, bien sûr, ils veulent garder le maximum leur gâteau, donc avec les investissements et les délais pour le renouvellement des réserves. Alors que les pays importateurs, eux, sont sensibilisés au coût des produits, la disponibilité des produits et les problèmes environnementaux. Alors, celui-ci, je l'accélère. Il faut quand même que je m'arrête quelque part. Voilà. Ça, c'est les différents types d'estimations qui sont faits et les zones où il va y avoir le déclin irrémédiable. Donc, on s'aperçoit que ASPO donne un pic qui apparaît en 2010 et une décroissance très rapide. Harper de BP rajoute 500 gigabarils de réserve. L'USGS, alors ça, elle n'est pas tellement fiable, là, c'est l'US, c'est US Geological Survey, donc les États-Unis, qu'on rajoute encore 600, puis ils en rajoutent encore 950 d'ultime. Tout ça si on augmente considérablement les investissements et les technologies. Alors, en vert, c'est ce qui est probable, il y a des chances qu'on soit ici dans le juste. Le possible, on est quelque part par là, ça c'est si tout marche bien. Et puis l'éventuel, on est là. Et on est loin des 950, on est sous la barre des 950 gigabarils. Donc tout ça, ça signifie des investissements de haute technologie et la récupération de tout ce qui est pétrole non conventionnel. Donc cela pour les gaz, c'est à peu près la même histoire, donc je vais passer. Alors, ça je l'aime bien ce dessin, c'est comment on calcule les réserves. Alors, on est dans un bassin sédimentaire, on regarde les sites qui restent à forer en fonction de leurs caractéristiques et leur probabilité de contenir des hydrocarbures rentables, c'est-à-dire un bassin sédimentaire, on pourrait dire le bassin de Paris. Bon, par contre, il faut qu'il y ait la présence d'un réservoir, donc un réservoir c'est une roche poreuse, un grès, un calcaire, qui pourra piéger. Et puis d'une couverture qui empêche le pétrole de foutre le camp quand même, ou le gaz de foutre le camp. Donc là on commence à réduire considérablement la surface du bassin. Et ensuite, il faut un endroit où les hydrocarbures aient pu être générés. On réduit encore cette zone-là. Donc vous voyez que les réserves, ça commence à se restreindre joliment. Et puis, là donc, on est en réserve certaine, possible en orange, éventuelle en rouge. Puis maintenant, on fait des forages. Ben voilà ce qu'on en obtient. Ah, je reviens en arrière. Eh bien, on a des zones à hydrocarbures qui sont prouvés ici, quelques-unes en bordure, et puis on a des forages secs quand même à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mon charbon, c'est le même type d'évolution et d'évolution des réserves que celui que je vous ai présenté pour le pétrole, donc je préfère aller aux conclusions. Ça, c'était ce que l'on prévoyait pour la fin de consommation, les réserves ultimes pour demain. Et puis maintenant, on augmente avec les réserves que l'on sent pour pouvoir récupérer et les programmes de technologie. Voici où l'on sera. Et on se dirige vers 2040 maintenant. Donc, je vous donne tout le schéma. Voilà. Côté pétrole, pétrole et condensat, où on en est là en ce moment. On pense qu'en 2030, on aura augmenté considérablement les réserves jusqu'ici. Donc on arrivera vers le déclin à ce moment-là. Gaz, ça va être à cet endroit. Et le pétrole, très au-delà de 2050. Enfin, le charbon, je veux dire, excusez-moi. Conclusion, pour assurer le recul des échéances, il faut investir en R&D pour fournir des outils plus performants. D'abord à l'exploration, la recherche des nouvelles réserves, et c'est pas comme ça, c'est pas les avions renifleurs. Hein. À l'exploitation, pour les réserves additionnelles, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas 60% ou 50% du pétrole dans le bassin sédimentaire. Comment on va le récupérer? Ça signifie d'avoir une bonne description. Alors là, j'aime bien ce côté provocation. Bon, enfin, je ne peux rien. Quand je dis aux patrons qui gèrent les grandes boîtes, un des points qu'on connaît le moins en France, c'est le bassin de Paris.
On me regarde d'un air ahuri. Ben oui, le bassin de Paris, on le connaissait très bien pour l'exploration pétrolière des années 50. C'est-à-dire qu'on a une bonne idée de la superposition des strates, avec les milliers de forages qui ont été faits, mais qui sont très peu carottés. Pour les besoins que l'on a actuellement de récupération ultime, pour les besoins des ressources en eau, pour le stockage du CO2, ce n'est pas ce type de connaissances-là dont on a besoin. On a besoin de prévisions, alors du mètre. Quelles sont les variations latérales des constituants des roches? Et ça, on ne l'a pas. Et le bassin de Paris, on ne connaît rien. Alors des fois, on connaît mieux des pays éloignés avec des découvertes récentes parce qu'on a fait gaffe à l'acquisition des données. Donc, financièrement, alors il y a aussi investir dans le transport, le raffinage et la distribution, renforcer l'efficacité énergétique. Financièrement, pour trouver, produire, transporter, raffiner des pétroles, des gaz et des charbons de plus en plus lointains, profonds et de qualité variable. Et puis dans le personnel, pour disposer de spécialistes dans toutes les disciplines, consécutivement au départ de près de la moitié d'entre eux dans 10 ans, quand ce n'est pas des gens qu'on a mis à la retraite auparavant quand il y avait des chutes du prix, et au besoin de disposer de plus de spécialistes, et de spécialistes qui puissent causer entre eux. On n'est plus dans cette tour d'ivoire, les gens de toutes les disciplines doivent causer entre eux. Il faut investir donc dans la R&D et les mises en œuvre de capture et de stockage des gaz à effet de serre. Alors je parle très peu de cela, parce que là je pourrais en parler pendant des heures, mais je suis disponible ensuite pour les questions pour revenir dessus. Dans les nouvelles sources d'énergie, on a besoin d'investir partout, mais on sait qu'on n'aura pas les réponses pour compenser le pétrole, le gaz, l'énergie nucléaire, même l'énergie nucléaire, enfin tu en parleras. Il faut qu'on utilise toute la panoplie si on veut continuer à pouvoir vivre. Peut-être pas aussi bien qu'on vit maintenant, que les autres pays se développent. Il faut toutes les ressources d'énergie possibles. Il nous faut modifier nos modes de vie, car 60% du charbon et 80% des hydrocarbures produits sont consommés par nous-mêmes. Ça fait mal. Le milliard d'habitants des pays développés consomme 70% de l'énergie. Les 6 à 7 autres milliards souhaiteraient consommer plus. Merci. Les générations montantes auront un besoin vital d'énergie. Ça, il faut l'avoir à l'esprit aussi. Donc, c'est nos changements d'habitude vers une transition énergétique acceptable partout. Donc, si on veut éviter la crise économique, éviter la crise écologique, il faut qu'on minore les émissions de gaz à effet de serre, augmenter l'efficacité énergétique, aller vers des énergies durables. Donc, ici, c'est les réserves prolongées, donner le temps aux autres sources d'énergie pour se développer, parce qu'il y a de la recherche, là-dedans, plein de recherches. Du raffinage propre, transformer le maximum de matières premières en produits nobles, qu'on ne gâche pas. Des carburants diversifiés, mais on se pose des questions, par exemple, carburants qui seront extraits de la biomasse. Est-ce qu'on ne fait pas des conneries en disant c'est la biomasse qui va servir ça, alors qu'on va en avoir besoin maintenant pour manger et assurer la nourriture de tous les pays? Donc, c'est des choses qui sont très dangereuses. Des véhicules autonomes, donc développer des moteurs économes et propres, et puis le CO2 maîtrisé, donc capter et stocker le CO2. Et le gros problème, c'est pour le moment, c'est pas tant le stockage, mais surtout la capture du CO2 qui coûte une fortune. Alors, tout ceci, ça fait partie des objectifs qui sont assignés à l'IFP. Je vous en ai parlé au début. Donc, les autres sources énergétiques, développer le nucléaire, bien sûr, l'éolien, solaire, la géothermie. Très gros efforts en R&D. Donc, le CO2, je pense que je n'ai pas le temps, mais je le garde pour les questions. Je suis géologue, donc j'aime bien cette image de Cézanne, 1904, la Sainte-Victoire. Cézanne a beaucoup peint la Sainte-Victoire, donc je ne résiste pas au plaisir de vous dire ça. Comme je vous le disais ce matin, j'ai besoin de connaître la géologie, comment Sainte-Victoire s'enracine, la couleur géologique des terres, tout cela me rend meilleur. C'était les propos de Cézanne, et je ne peux qu'adhérer. Rappelez-vous que la terre, le sous-sol, c'est quand même l'essentiel, le support de nos activités anthropiques. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Raval.